moi je vais parler de la teinte oculaire des dysthyroïdies. Tout d'abord, alors on a vu tout à l'heure les rapports qui... Tu veux que je te passe les diapos? Non, on a vu tout à l'heure les rapports qu'il y a entre la thyroïde et l'œil. Alors on entend souvent parler du rapport qu'il y a entre le diabète et l'œil, mais dans la population générale, on ne sait pas trop. Il y a des atteintes oculaires liées aux dysthyroïdies. Donc ça, on va passer, puisqu'on a discuté tout à l'heure, notamment au niveau des récepteurs des hormones thyroïdiennes qui sont dans le tissu orbitaire. Et en fait, les dysthyroïdies vont entraîner ce qu'on appelle une orbitopathie dysthyroïdienne. Alors, une orbitopathie dysthyroïdienne, qu'est-ce que ça veut dire? Une orbitopathie, c'est une atteinte de l'orbite. Alors, l'orbite est caractérisée par un contenant. Le contenant, c'est le cadre osseux. L'œil est entouré d'un cadre osseux qui le protège notamment des traumatismes. Et un contenu. Le contenu, on a le globe oculaire, on a les muscles oculomoteurs qui sont tous rattachés au globe oculaire, qui vont également au niveau de la paupière, donc qui permettent de soulever la paupière, et la graisse orbitaire, donc qui permet de maintenir le globe oculaire dans l'orbite. Sur la face postérieure du globe oculaire, on a également le nerf optique, donc qui chemine à travers les muscles oculomoteurs dans le canal optique. Donc c'est un tout petit espace où il y a beaucoup de choses qui passent, donc tous les muscles, et le nerf optique. Le nerf optique qui va ensuite vers le cerveau. Quand on a une orbitopathie, on a une atteinte de l'orbite qui est en rapport avec l'œil. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'orbitopathie? Donc, comme on a vu tout à l'heure, il y a un désordre immunologique. Donc, il y a des auto-anticorps qui attaquent les tissus orbitaires, donc qui attaquent les muscles essentiellement et la graisse. Donc quand ces organes sont attaqués, il y a une inflammation. L'inflammation fait qu'il y a une accumulation de liquide, d'œdème dans les muscles, qui vont grossir, qui vont s'hypertrophier, qui vont prendre de la place dans l'orbite, alors que l'orbite, c'est un contenant qui est inextensible. Donc on a de l'os tout autour qui, lui, ne peut pas s'étendre. Donc on a ce qu'on appelle un conflit entre le contenant, donc le cadre osseux, et le contenu qui, lui, continue de grossir. L'orbitopathie dysthyroïdienne, on la retrouve surtout dans la maladie de Basedow, où on a une hyperthyroïdie. On la retrouve un petit peu dans les hypothyroïdies, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent. Et c'est très rare d'avoir une euthyroïdie. L'euthyroïdie, c'est quand il n'y a pas d'hyper, il n'y a pas d'hypo, mais il y a quand même des auto-anticorps. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'orbitopathie, c'est essentiellement dans l'hyperthyroïdie et dans la maladie de Basedow. Donc quels sont les signes cliniques? Alors tout à l'heure, le docteur Villavigon a parlé des démangeaisons, des yeux qui piquent, qui brûlent. Alors ce sont les premiers symptômes, mais qui ne sont pas du tout spécifiques de l'hyperthyroïdie. On peut avoir les yeux qui piquent, qui brûlent, qui grattent pour plein de choses, pour la boule de sable, pour des allergies. Ce n'est pas forcément spécifique. Les signes au niveau de la surface oculaire qui sont vraiment spécifiques de l'orbitopathie, c'est la rougeur, surtout en regard des tendons. Ce qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma de l'orbite, que les muscles sont reliés au globe oculaire. Donc, comme il y a une inflammation des muscles, on aurait une inflammation sur la partie avant de l'œil, mais en regard de l'insertion des muscles. Donc c'est une inflammation du muscle qui diffuse sur la partie blanche de l'œil. On peut avoir une inflammation de plusieurs parties de la surface oculaire. Donc, la caroncule, c'est un petit organe qui a un rôle de défense, qui a un rôle immunologique, qui est dans le coin, dans le campus interne, dans le coin interne de l'œil, qui peut aussi se démasquer. La conjonctive, c'est la partie blanche de l'œil, qui peut également devenir
inflammatoire et entraîner ce qu'on appelle un chémosis. Là, sur la photo du bas, c'est un patient qui a un chémosis inflammatoire. Donc, il y a comme un petit bourrelet sur la partie blanche de l'œil. Donc, le risque de l'atteinte de la surface oculaire, c'est que la cornée c'est le petit hublot qu'on a devant l'œil, ne soit pas bien hydratée, s'assèche et qu'il y ait des petites ulcérations, des petites érosions sous la cornée et entraîne une baisse de vue. Ensuite, on peut avoir une atteinte des paupières. Alors, c'est l'atteinte qui est la plus fréquente. On a vu que les muscles longent aussi la paupière supérieure et un petit peu la paupière inférieure. Donc, quand il y a une inflammation des muscles palpébraux, il y a une rétraction des paupières. Donc on a l'impression que le patient il a toujours les yeux grands ouverts. C'est parce que sa paupière ici supérieure, de ce côté et de l'autre côté, sont rétractées, sont un peu attirées vers le haut, parce que les muscles palpébraux se rigidifient. Comme il y a de l'inflammation, il y a également de l'œdème et une rougeur palpébrale. Donc, là aussi, le risque, c'est l'atteinte de la cornée. Parce que la cornée n'est plus protégée par la paupière, donc elle peut s'assécher et entraîner une baisse de vision. Ensuite, on a l'exophthalmie. L'exophthalmie, c'est le fait qu'il y ait un œil qui sorte un peu vers l'avant. Pourquoi l'œil sort vers l'avant? Toujours sur notre petit schéma. Si les muscles qu'il y a sur l'orbite grossissent, forcément, ils vont pousser l'œil vers l'avant puisqu'il n'y a plus assez de place. Donc il y a une hyperpression dans l'orbite rétro-oculaire qui pousse tout vers l'avant. Donc là aussi, le risque, c'est un risque cornéen, puisque la cornée n'est plus protégée par la paupière. Ensuite, on a des troubles oculomoteurs. Toujours pour les mêmes raisons. Si les muscles autour de l'œil sont hypertrophiés, ils ne fonctionnent plus très bien. Donc le patient, il a du mal à bouger ses yeux comme d'habitude. Les muscles qui sont le plus souvent touchés, c'est le muscle qu'on appelle le doigt inférieur. C'est le muscle qui est tout en bas ici, qui permet de tirer l'œil vers le bas. Donc, c'est le premier muscle qui est atteint dans l'orbitopathie dysthyroïdienne et qui empêche au patient ici de regarder vers le haut. Sur la photo du haut, le patient regarde en face, donc son œil ici est bien, mais l'œil de l'autre côté n'arrive pas à regarder en face parce que le muscle est trop fort, il tire vers le bas, donc il n'arrive pas à faire monter son œil. Sur la photo d'en bas, on demande au patient de regarder vers le haut, son muscle est toujours trop fort, donc il n'arrive pas à regarder vers le haut. Comme il y a une différence entre les deux yeux, il y a un œil qui voit une image, l'autre œil qui voit une autre image, le patient voit double. Alors dans la diplopie, dans l'atteinte musculaire, on différencie deux phases. La première, c'est la phase inflammatoire, donc au début en général de la maladie. Donc le muscle est inflammatoire, il grossit, il est hypertrophié, il est trop fort. Et ensuite, on a une phase de fibrose où le muscle est tellement hypertrophié, il y a eu tellement d'inflammation qu'il cicatrise mal, il ne fonctionne plus correctement. Ensuite, dans les atteintes, on a la neuropathie optique, donc qui est une atteinte qui n'est pas fréquente, pas la plus fréquente, mais c'est une atteinte qui est quand même grave. Donc, toujours sur notre schéma en groupe de l'orbite, on a des muscles qui grossissent, qui prennent de plus en plus de place, qui sont en contact avec le nerf optique, qui sont dans un canal qui est assez étroit avec le nerf optique. Donc on comprend bien que si les muscles grossissent, forcément ils vont comprimer le nerf optique. Quand on comprime le nerf optique pas trop, ça entraîne une baisse de vision et parfois juste une amputation du champ visuel. L'amputation du champ visuel, souvent c'est asymptomatique. Le patient il ne voit pas sur un côté. Souvent c'est progressif. Donc, le patient ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est quand la compression du nerf optique est déjà assez avancée qu'il y a une baisse de vision. Donc là, le risque, c'est un risque visuel. C'est une atteinte qui engage le pronostic fonctionnel, comme on a parlé tout à l'heure. Pas le pronostic vital, mais fonctionnel. Quand on a ces signes, tous ces signes cliniques, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, on a fait un examen clinique, on a vu le patient en consultation, on a vu qu'il y a des signes évocateurs d'orbitopathie dysthyroïdienne. En général, souvent quand on voit le patient, le diagnostic souvent est fait. S'il n'est pas fait, on fait un bilan biologique pour rechercher ces hormones thyroïdiennes, pour voir si on est plutôt sur une hypothyroïdie ou sur une hyperthyroïdie, bien qu'on soit déjà guidé par la clinique. Le patient, il a d'autres symptômes. Souvent, il a des signes d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie, donc on peut déjà s'orienter. On fait également une imagerie. L'imagerie, soit un scanner, soit une IRM, pour voir le degré d'exophthalmie, l'œil qui ressort un peu trop, pour voir les rapports entre les muscles et le nerf optique, pour voir si les muscles prennent beaucoup de place, s'ils compriment le nerf optique, et parfois aussi pour faire le diagnostic, vérifier que ce ne soit pas autre chose. Il y a d'autres causes d'exophthalmie, il y a d'autres causes d'orbitopathie, donc ça nous aide aussi à éliminer d'autres diagnostics. Donc ici, on n'est pas en haute définition, mais on voit que ce muscle-là, alors là on verra mieux, ce muscle-là est hypertrophié, et on a un muscle juste à côté, ici, qui pour l'instant n'est pas hypertrophié. Donc on voit la différence entre les deux muscles. Sur les coupes, ici on voit le patient de face, on voit ici un muscle hypertrophié, ici un muscle hypertrophié, ici un muscle qui est en tout cas moins hypertrophié que les autres. On a la même chose de l'autre côté. Donc, le traitement médical, qu'est-ce qu'on fait quand on a un patient qui a une orbitopathie dysthyroïdienne? Alors, c'est une prise en charge qu'on dit multidisciplinaire. L'ophtalmo dans son coin ne va pas tout régler, il va appeler les confrères, il va appeler l'endocrinologue, il va adresser le patient pour qu'on discute de la prise en charge. Et ensemble, on prend une décision pour un patient. Alors tout à l'heure, on a parlé du tabac. On essaie, en tout cas, au mieux d'arrêter, de diminuer, puis d'arrêter le tabagisme. On fait un traitement donc, pour essayer de rétablir le thyroïdie, soit un traitement d'hyperthyroïdie, un traitement pour l'hypothyroïdie. Et en cas d'orbitopathie active, tout à l'heure on a vu le score de Moritz. Le score de Moritz en fonction des signes cliniques à l'examen ophtalmologique. Donc s'il y a un œdème au niveau de la paupière, s'il y a un œdème au niveau de la caroncule, s'il y a un œdème au niveau de la conjonctive, donc un phimosis, en fonction de l'examen clinique, on établit un score d'activité de la maladie. Ici, il y a activité de la maladie, on fait un traitement anti-inflammatoire. En général, ce sont des corticoïdes par voie intraveineuse à forte dose. On a parlé du traitement médical, donc pour le versant thyroïdien. Pour le versant ophtalmologique, on doit protéger la cornée et protéger le nerf optique. Ce sont les deux urgences fonctionnelles. Si on a une atteinte de la cornée, elle est plus transparente, le patient ne voit plus très bien à travers. Donc le but, c'est d'essayer de cicatriser, de protéger la cornée. Donc souvent, on met des larmes artificielles qui permettent de réhydrater la surface de l'œil. On peut être amené à mettre des antibiotiques s'il y a des buts d'infection sur la cornée. Parfois, on peut même faire une petite opération pour coller partiellement les paupières, ce qu'on appelle une tarsorrhapie, pour protéger la cornée. Mais souvent, ça se limite à des gouttes pour bien hydrater la surface de l'œil et diminuer l'inflammation. Le traitement chirurgical ophtalmologique en urgence, on le fait pas fréquemment, on le fait s'il y a une urgence fonctionnelle. Donc si le patient il a une grosse exophthalmie, que l'œil ressort beaucoup, que la cornée est très abîmée et qu'il y a un risque de perforation de l'œil parce que la cornée s'amincit trop, à ce moment-là, on fait une décompression orbitaire. La décompression orbitaire a pour but de créer de la place dans l'orbite pour diminuer la pression. Donc, on retire un peu de graisse dans l'orbite, on ouvre un peu les parois osseuses pour créer de la place. Cette décompression orbitaire, on la fait en urgence uniquement si risque fonctionnel, donc si atteinte de la cornée ou si compression du nerf optique, si neuropathie optique compressive liée à l'hyperpression dans l'orbite.
Sinon, en général, on essaie d'attendre, de viser 6 mois, au moins 6 mois de thyroïdie, de calmer les choses avec le traitement médical pour pouvoir faire le reste des opérations. La décompression orbitaire pour un patient qui a une exophtalmie qui n'est pas esthétique parce qu'il y a un œil qui ressort trop, on l'a fait au bout de 6 mois de thyroïdie. La chirurgie oculomotrice pour le strabisme, parce qu'il y a un œil qui va vers le haut, un autre qui va vers le bas, on l'a fait après la décompression orbitaire, toujours en ayant une thyroïdie depuis plus de 6 mois. Et ensuite, on fait une chirurgie palpébrale. Pour la rétraction palpébrale, on allonge la paupière pour que les deux paupières soient au même niveau. Alors, sur la partie ophtalmologique, je pense qu'on a fait le tour. Donc, qui et quand consulter? Est-ce que si vous avez les yeux qui piquent, qui brûlent, il faut se dire absolument, ah, j'ai un problème de thyroïde, ça ne va pas. Je pense que si on pose la question ici, il y a facilement 50% des gens qui ont l'œil qui pique, qui brûle ou qui a piqué ou qui a brûlé aujourd'hui. C'est pas un signe qui dit, ah, j'ai un problème de thyroïde. C'est un faisceau d'arguments, donc c'est une rougeur localisée, c'est l'œil qui pique, qui brûle, c'est une rétraction palpébrale, c'est un œil qui ressort un petit peu, c'est parfois je vois un peu d'où, c'est plusieurs arguments, c'est des signes extra-ophtalmologiques, c'est la prise de sang, le bilan biologique, c'est plusieurs choses qui nous permettent de dire effectivement il y a une atteinte ophtalmologique, une atteinte orbitaire liée à la dysthyroïdie. Oui, si tu veux. Vous m'entendez? Alors, nous avons la chance d'avoir un médecin généraliste qui est venu nous soutenir. Merci d'être là. Parce que, comme je le dis souvent, le pilier en fait, de la prise en charge, c'est votre médecin traitant. Donc, c'est le médecin généraliste. Et c'est le médecin généraliste en général que vous voyez quand vous avez un signe qui apparaît qui n'existait pas avant. Donc on a vu déjà tous ces signes-là, que ce soit des signes d'hypothyroïdie, ou que ce soit des signes oculaires. Donc c'est votre médecin traitant qui va vous donner à faire un bilan biologique, donc prise de sang. Donc, vous savez maintenant tout ce qu'il faut doser normalement, que je vous ai bien expliqué, je pense. Et puis après, qui va vous donner d'autres examens, notamment le rendez-vous à prendre chez l'ophtalmologue pour évaluer le degré d'atteinte. Et puis le rendez-vous chez l'endocrinologue en fonction de la cause. Parce qu'il y a des causes en fait qui peuvent être traitées par votre médecin. Et puis vous avez des causes un petit peu plus compliquées. Alors il faut juste rajouter pour la partie traitement, depuis le mois de janvier, avec plusieurs collègues de France, on a créé en fait une RCP. Donc les RCP, ce sont des réunions pluridisciplinaires parce qu'il y a tellement de formes très graves, très atypiques, qu'on ne peut plus les traiter avec les médicaments qui sont recommandés normalement. Et donc ces RCP, elles se font 2 fois par mois. On se réunit en visio et on présente les dossiers des cas compliqués, avec des images, avec les scanners, avec les IRM, pour décider, notamment quand il y a des discordances, si on va à une chirurgie, si on va plutôt sur des nouvelles molécules, qui sont des molécules qui n'ont pas encore l'autorisation forcément de mise sur le marché, qui sont des molécules onéreuses qu'on utilise beaucoup en oncologie parfois, donc des médicaments qu'on utilise pour le cancer. On peut être amené à vous proposer des molécules nouvelles qui se font en perfusion, mais votre dossier est passé en RCP. Donc on a de la chance de pouvoir participer à ces RCP-là pour présenter les dossiers. Et puis après, l'ORL, alors je ne sais pas pourquoi l'ORL, je te laisse parler. J'ai mis l'ORL pour la décompression orbitaire, pour la chirurgie thyroïdienne, pour la décompression orbitaire, souvent, soit c'est l'ophtalmo, ça dépend du service, soit c'est l'ophtalmo qui fait la décompression orbitaire, donc c'est un ophtalmologue qui est spécialisé dans la chirurgie orbitaire, soit ça peut être l'ORL, le stomatologue qui fait la chirurgie orbitaire, puisqu'on touche, il y a des techniques opératoires où on passe parfois par exemple par les voies nasales, où c'est l'ORL qui est plus habilité à faire cette opération. L'ORL, le stomatologue qui est plus habilité à faire l'opération. Ça dépend vraiment des équipes.
Merci de votre attention. Donc maintenant, on va vous laisser poser les questions, on va mettre toutes les questions que vous voulez. Donc d'abord sur la thématique, si vous voulez bien. Et puis, si vous avez d'autres questions, c'est l'occasion, puisque Dr Gayadine Aricham et moi-même avons pris le temps aujourd'hui d'être là pour vous. Donc, on fait circuler le micro et on va écouter vos questions.